Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à voir le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir les brèves sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue 1. Les Mimos ont-ils pris une sérieuse option? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, nous serons donc en direct pendant 90 minutes. Amoureux du sport, c'est chaque soir la Grande Team du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La question LGT donnée dans le sommaire concerne bien sûr l'ASEC Mimosa avec le match qui vient de prendre fin tout à l'heure. ASEC Mimosa FC San Pedro avec la victoire des Mimos, donc Ligue 1, la question LGT. Les Mimos ont-ils pris une sérieuse option? Et bien sûr, vous pourrez nous appeler sur le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, mais aussi vous avez la page Facebook de la 3 pour nous joindre. Et ce soir, je serai donc accompagnée de Saint-Séverin. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien. Dans le meilleur des mondes. Ah ouais, je suis un peu triste à cause d'un résultat sportif, mais ça va. Non, c'est vrai, vous allez prendre un carton jaune. Hein. D'accord, voilà. Gamblé Konaté. Bonsoir, comment Bonsoir vous allez? Marie-Christine Begré, ça va, merci, ça va. Très heureux de vous retrouver. Hein. Moi, Et vous, ça va, non? Ça va très bien. Tu m'as manqué, hein? Ah bon? En tout cas, je suis très heureux de retrouver la Grande Team. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Coach Kouadio Georges, j'espère que vous entendez Gamblé Konaté me sortir Paris déclaration en plein direct en début d'émission. Coach Angenor, bonsoir. Comment Bonsoir vous allez? Marie-Christine. Comment vous allez? Super. D'accord, ravi. Et tout à l'heure, on sera rejoint par Jean-Philippe. On aura donc Jean-Philippe, coach Angenor, Gamblé Konaté et Saint-Séverin. Et coach Kouadio Georges vous regarde. Je lui à la maison. LGT News, c'est maintenant, c'est la première rubrique. LGT News. Démarrons les news avec la lutte Beach Wrestling, 2 médailles d'or et une en argent pour les éléphants lutteurs. Le bilan est largement positif pour nos éléphants lutteurs qui se sont fait entendre en Beach Wrestling lors du tournoi régional Zone Afrique de l'Ouest disputé le week-end dernier à Ouida au Bénin. Céline Bakayoko avec une breloque en or au cou dans la catégorie senior dame des moins de 60 kg, Ami Yuan avec une médaille de la même couleur plus de 70 kg et Ibrahim Dosso avec une médaille en argent chez les U17 ont permis au drapeau ivoirien de flotter dans le ciel béninois. Grâce à leur performance, la Côte d'Ivoire termine 2e au classement général chez les dames. En plus de cette belle performance, il faut ajouter le diplôme d'arbitre validé par Nguessan Enoku. Fort de tous ces exploits, les héros de Ouida rentrés au Bercail mardi dernier ont été accueillis dans la liesse par le président de la fédération ivoirienne de lutte, Honoré Alou, au siège de la FIL à Marcory. Tournoi du MENA, trophée Marietou Koné, le show des athlètes. 3 disciplines sportives ont meublé la journée sportive du MENA d'Abidjan, dotée du trophée Marietou Koné. Il s'agit du handball, du basketball et du football. Les athlètes issus des écoles primaires et secondaires de cette zone se sont donné rendez-vous au lycée classique de Cocody pour rivaliser d'ardeur. Les filles du collège Colombe de Koumassi ont eu raison de leurs homologues du collège moderne de Bingerville lors de la finale de handball. Au basketball dames, le lycée Mamie Fêté de Bingerville a disposé du collège Anador 8-7. Au football dames, Boisflé a battu Daloa au tir au but sur le score de 4-2 à l'issue d'un match âprement disputé. Il faut dire que les participants sont repartis de cette journée qui marque l'ouverture de la saison des activités du MENA avec les bras chargés de gadgets sportifs. Ce tournoi se déroule à quelques semaines de la reprise des compétitions de l'OASU. Ça permettra donc aux établissements qui participent de s'aguerrir, ça permettra aux enseignants d'identifier les meilleurs élèves, de les sélectionner afin de participer aux compétitions de l'OASU. La pratique du sport en milieu scolaire
vous savez très bien, fait partie de l'une des missions assignées au ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Et cette pratique donc, sportive est encouragée par Madame le ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation elle-même qui, dans la formation intégrale des enfants, a voulu donc qu'un point d'honneur soit mis sur cette pratique. Motocyclisme, circuit motocross du Tchologo. Ferkessédougou accueille les pilotes. La 3e édition du circuit motocross du Tchologo aura lieu du 19 au 21 décembre prochain. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le président du comité d'organisation, Hervé Koulibaly, le 2 décembre dernier à la salle de conférence de la piscine d'État de Trècheville. Face aux journalistes et en présence du président d'honneur, Jean Sanogo, le conférencier a dévoilé les grandes articulations de l'édition 2025. Oui, déjà, nous avons, au niveau du choix de la participation des dames, nous avons plusieurs équipes qui sont identifiées au nombre de 5 équipes au niveau des filles et que Ferké souhaiterait créer une autre équipe à côté de l'équipe présente. Donc, nous allons voir la participation de 6 équipes au niveau des filles et que nous vous proposons un spectacle vraiment alléchant. Cette année, la grosse cagnolle tourne autour de 2 500 000 qui sera divisée au niveau des différentes catégories. 110 pilotes issus de 10 clubs et d'une dizaine de villes prendront part à cette 3e édition du circuit motocross du Tchologo. Selon l'organisateur, plus de 20 000 personnes pourront suivre cette compétition. Sacré Kylian Mbappé, en tout cas, on va dire en ce moment, il est irrésistible, inclassable, imbattable. Sacré Kylian, bravo. Et futur ballon d'or 2026. Et son club, malgré tout, est 2e derrière le Grand Barça. Il faut le préciser. Ça, c'est vrai, je vous assure que vous allez prendre ce carton jaune d'ici la fin de l'émission. Oui. Coach Angenor, je vous écoute. Oui, Neymar. C'est difficile de rester concentré avec ces deux-là. Ouais. Courage, allez-y. Effectivement, Neymar est-il de retour? C'est peut-être une question qu'on se pose, mais je pense que l'avenir nous dira exactement ce qu'il y en est de Neymar. Il faut dire qu'il y a très longtemps, depuis 2022, Neymar n'avait pas encore fait un triplé. Et là, il vient de s'offrir un triplé avec son club Santos au Brésil, où il joue le championnat après tous ses déboires, tant bien au niveau du Paris Saint-Germain que au niveau de l'Arabie Saoudite. Neymar est un grand joueur, sinon il est l'un des meilleurs joueurs en ce moment au monde. Il est allé se refaire une autre santé dans son pays. Oui. Sûrement, s'il continue sur cette lancée, il sera appelé forcément en équipe nationale pour le mondial prochain. Je pense qu'il faut vraiment l'applaudir, il faut l'encourager. Les 3 buts qu'il marque, quand vous regardez ces 3 buts, ce sont des buts de grands joueurs. Il crée déjà un décalage sur le côté gauche, il appuie l'action. Il se retrouve dans la surface de réparation. Du plat du pied, il place le ballon, même si c'est contré, il place le ballon dans la lucarne gauche du gardien qui reste totalement pantois. Oui. Le 2e but, il fait un appel toujours dans la même zone. On lui remet le ballon. Et ce qui est intéressant chez Neymar et ce qui fait de lui vraiment un grand joueur, c'est qu'avant même de toucher ce ballon, il jette un coup d'œil sur le gardien, ce qui lui permet de placer le 2e but. Et puis le 3e but, on doit l'apprendre forcément à l'école. Il s'agit d'un penalty. Il reste scotché totalement en termes de regard sur le gardien. Il ne regardera pas le ballon et il continuera ainsi jusqu'à ce qu'il touche le ballon et le gardien totalement pris à contre-pied. 3 buts de belle facture, sacré Neymar, je dirais aussi. D'accord, très bien. Donc vous avez préféré prendre le mot de Gamblé Konaté. Ah ouais. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ne vous baladez pas avec eux, je vous déconseille. Allez. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Comité international olympique, Cissé Cheikh Salah nommé membre. La bonne nouvelle est tombée aujourd'hui, l'annonce de la nomination de Cissé Cheikh Salah en tant que membre de la commission des athlètes du Comité international olympique. Il devient ainsi le 2e Africain avec le Kenyan Humphrey Katanga, actuellement en fonction au sein de cette instance stratégique du mouvement olympique mondial. Voilà, Cissé Cheikh Salah,
nommé membre donc du comité international olympique. Félicitations à lui et c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. On va marquer une petite pause, amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas, dans quelques secondes seulement. On se retrouve pour la suite de notre émission. A tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sauter la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plavant. Ça fait connaître nous le forte. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la traite. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 avec Saint-Séverin, avec Gamblé Konaté, avec Coach Angenor. Vous voyez là, ils ne peuvent même pas placer un seul mot. Le regard. Le focus, c'est maintenant, on y va. Et nous avons un invité ce soir pour parler du TIDA, le tournoi international du district autonome d'Abidjan, dénommé TIDA, bat son plein en ce moment. Avant la finale prévue ce samedi, le président du comité d'organisation, M. Mesmin Mbaya, va nous entretenir sur cette compétition. On le reçoit donc maintenant sur le plateau de la Grande Team. Monsieur Mesmin Mbaya, président du comité d'organisation du TIDA. On vous laisse vous installer confortablement. Et avec vous, bien sûr, on parlera du tournoi international du district autonome d'Abidjan, dénommé TIDA. Président, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, merci. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Alors, Président, le coup d'envoi de la 10e édition du TIDA a été donné lundi dernier. Déjà, peut-on savoir dans quelles conditions se déroulent les matchs et à quel niveau sommes-nous désormais? Ben, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. On peut dire que le tournoi il a effectivement bien commencé. Les choses se déroulent excellemment. On a de très bonnes équipes dans un très beau climat. Nous, en tant qu'organisateurs, nous sommes enchantés de voir que toutes ces équipes-là, aussi bien ivoiriennes que des équipes étrangères du Mali, de la Guinée, sont là pour égayer le public abidjanais et ça se passe très bien. Pour vous en savoir où nous en sommes, nous avons fini avec le premier tour et nous en sommes aujourd'hui à la fin des matchs de poule et aujourd'hui on a commencé à jouer les quarts de finale et demain on va aborder les demi-finales. Et quelle appréciation vous faites du niveau justement de cette édition en ce moment? En termes de, je vais sérier les choses, hein, il y a deux niveaux. D'abord, au niveau de l'organisation, nous voyons que les choses se passent très bien. Ce à quoi nous nous attendions de ce côté, voilà, nous en sommes entièrement satisfaits. Le public, il est là, il est nombreux et tout. En ce qui concerne le jeu, le plateau technique que nous offrons, il est alléchant. Les équipes se comportent très bien. On voit aussi bien que très jeunes, on sent que la formation au niveau de l'Afrique est en train de prendre de l'ampleur. On voit des gamins qui commencent à jouer au football, faire sortir le ballon de façon efficiente de derrière, essayer d'amorcer des attaques. Le jeu, il est efficient, il est cohérent. Donc, on peut dire que le niveau, il est bon, techniquement. Et je précise que les matchs se jouent au Champrou et au Parc des Sports. Est-ce que le public est vraiment au rendez-vous? Oui, nous en sommes effectivement même un peu étonnés et d'ailleurs satisfaits. Cela démontre que la 10e édition du TIDA, comme on l'avait annoncé, allait être quelque chose de particulier. Et effectivement, le public il est là, il est présent, il est nombreux, de toutes les contrées, aussi bien des différents quartiers d'Abidjan que de l'extérieur, parce que les agents de joueurs aussi sont venus très nombreux. Et donc, nous en sommes effectivement très satisfaits. Vous avez une idée du nombre d'agents de joueurs? À peu près une soixantaine. Et ça, quand je parle de soixantaine, je parle de ceux qui sont officiellement invités par le comité d'organisation qui sont présents. Bien entendu, l'entrée est libre à ce tournoi et donc en dehors de ceux que nous connaissons habituellement, il y a tous ceux qui sont là, qui font leur marché comme habituellement dans ce genre de tournoi. Et est-ce qu'il y a des pépites qui vous séduisent, vous, en tant que dirigeant?
Oui, mais pour l'instant, je préférerais garder ma position. Donc, dirigeant d'une académie, je précise, Volcan Junior. Non, c'est peut-être une méprise de votre part. Volcan Junior, j'en ai été le directeur général. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Je suis aujourd'hui directeur général de Zouma Football Club en Ligue 1. Là, en ma qualité de président du comité d'organisation du TIDA, je regarde d'un regard neutre et je ne veux pas m'immiscer dans quoi que ce soit pour éviter qu'il y ait un parti pris. Très bien. Sans Séverin, allez-y. Président, les demi-finales, vous en avez parlé tout à l'heure, nous y sommes. Il y a deux équipes régionales, une équipe de Guinée, une équipe du Mali, qui s'affrontent soit contre CS Bamako. Et puis il y a deux équipes ivoiriennes, la sélection nationale et puis un club justement, Zoma. Donc au moment où tout le monde s'insurge contre les jeunes en Côte d'Ivoire, le tournoi des jeunes, la Coupe du Monde, où la Côte d'Ivoire a été sortie au premier tour, est-ce que ça vous fait plaisir de voir la sélection nationale et un club ivoirien Zoma avec ces jeunes-là en demi-finale? Oui, certainement. C'est une satisfaction personnelle de voir que la sélection nationale des U17 de Côte d'Ivoire est engagée déjà pour le TIDA. Cela marque aussi le soutien de la structure fédérale, la Fédération ivoirienne de football, à ce tournoi qui continue de grandir aussi par l'apport de la Fédération ivoirienne de football. Et puis derrière, on a certainement un club avec sa catégorie de jeunes Zoma Football Club, jeune club en Ligue 1 qui fait ses classes et qui voit pour aujourd'hui la première fois son équipe de U17 arriver à ce niveau. Cela signifie aussi que, au niveau des jeunes, ne nous focalisons pas sur les résultats à brève échéance, mais il faut voir le travail qui est fait. Sur 6 équipes venues de l'étranger, 6 équipes de la Côte d'Ivoire, on voit que dans le quatuor final, il y a 2 équipes de Côte d'Ivoire et 2 équipes de Guinée et du Mali. C'est équilibré, donc nous ne sommes pas si mauvais que cela. Alors, Président, nous approchons à grands pas vers l'apothéose du TIDA édition 2025. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cette finale? À quoi on devrait s'attendre? Déjà, ça va être une apothéose. Ça va être une apothéose parce qu'on se rend compte que le niveau il est très bon. Les matchs sont de très bonne qualité. On a vu ce soir en quart de finale des matchs de belles factures, des buts extraordinaires pour cette catégorie de jeunes là. Et donc on peut déjà se lancer pour dire qu'on est sûr que le spectacle sera encore au rendez-vous. Et voilà, c'est déjà ce qu'on peut vous prévoir. Et un mot de fin? Mon mot de fin, c'est une invitation solennelle, encore une fois, à l'ensemble du public sportif abidjanais et au-delà d'Abidjan, que tous ces jeunes des différents centres de formation viennent voir la nouvelle égérie du football ivoirien et même du football africain, parce qu'on est certain qu'à partir de 2025, d'ici 2-3 ans, vous allez retrouver encore de nouvelles stars, comme le TIDA l'a toujours fait, en train de gagner d'autres trophées au niveau africain, voire mondial. Merci beaucoup. On recevait donc M. Mesmin Mbaya, président du comité d'organisation du TIDA. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Chut, les rois des questions à polémique sont là, dans l'heure des tchatcheurs. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour toute la nation ivoirienne. C'est la Toursée, bienvenue dans l'heure des tchatcheurs de la saison 2025-2026 de votre talk show préféré. Opposition d'idées. Mais regardez la qualité du jeu qu'ils ont produit. Tu ne peux pas aller vite en besogne, M. Bachar Gourou. Tu ne peux pas jouer contre la Seychelles et dire que l'équipe a progressé. Protagoniste dans un face-à-face qui se termine toujours dans la fraternité. C'est l'une des plus mauvaises équipes de ces éliminatoires. Madate, c'est un exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous savez, au football, quand on parle d'exploit, c'est lorsqu'on réalise un résultat qui n'est pas attendu. Mais M. Bachar Gourou a été d'être dithyrambique. L'heure des tchatcheurs à suivre du lundi au vendredi en direct à partir de 10h sur la 3. Merci, scotché sur les antennes de la 3, car le débat plaisir est de retour. Laissez. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3, toujours accompagnés de coach Angenor. Vous allez bien? Super, c'est bien. D'accord, ravi. Gamblé Konaté, vous allez toujours bien? Marie-Christine, je vais très très bien. Ravi. Sans Séverin? Qu'est-ce que vous avez à demander à Gamblé s'il va bien? Sans Séverin, vous allez bien? Oui, je vais bien, mais demandez-moi d'abord. Bon, il y a quelqu'un qui va très bien. C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, on vous reçoit sur le plateau. Venez me sauver de ces personnes, s'il vous plaît. Voilà. Mais pourquoi il ne m'ovationne pas? Ovationnez Jean-Philippe.
Bah, dis donc, quelle équipe ce soir? Ouh là là, ce sera difficile pour moi. Coach Angenor, est-ce qu'on va s'en sortir? Ça va aller. Ne vous laissez pas influencer. Hein. Ça va aller. Je pensais que JP était... je prends plaisir. Je pensais que JP était mieux, mais bon, ça ira. Allez, les cartons de la semaine, c'est ce soir, vu que nous sommes jeudi soir. On y va, les cartons de la semaine. Un principe très simple, chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction, le carton jaune, avertissement et le carton rouge, sanction. Nous allons commencer avec le carton de Gamblé Konaté. Ah, mon carton, il est vert. D'accord. Voilà, mon carton est vert. Donc, je peux donner les raisons. Hein. Mais bien sûr, vous êtes là pour ça. Ouais, le rouge, là, j'aime pas. Le jaune, là, j'aime pas. Mon carton est vert. Alors, mon carton vert, il est adressé donc à une équipe championne de Côte d'Ivoire, le Stade Abidjan, bien sûr, pour deux raisons qui, pour moi, sont majeures et pleinement, on va dire, méritées. La première raison, c'est on se rappelle, ce club-là est redevenu champion de Côte d'Ivoire 56 ans après 56 ans d'attente, 56 ans de disette, 56 ans de patience. Et le début des saisons a été catastrophique. On le sait, il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu un changement au niveau de l'encadrement technique. Beaucoup de cadres sont partis. Et après 5 journées, le Stade Abidjan était même relégable. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le conseil d'administration dirigé par le président Sidibé Souleymane, lui, n'a jamais donc douté. Il a appelé au calme. Il a dit qu'il allait prendre des mesures donc, pour redresser la barre, ce qui a été fait. Et les champions de Côte d'Ivoire sont revenus tout doucement de la 15e à la 5e place aujourd'hui après 13 journées de championnat. Secondo, la deuxième raison pour laquelle je donne ce carton vert, c'est qu'ils sont sur une série de 4 victoires lors des 5 dernières sorties. Ils ont même balayé le Stella Club d'Adjamé qui a passé les 4 premières journées du championnat en tête. Donc 3-0, c'était hier. Et ils sont donc dans une belle forme. Ils reviennent tout doucement. Et ils sont à 5 longueurs désormais du deuxième, c'est le FC San Pedro. Et à 8 longueurs donc, de l'actuel leader, donc la SEC Moza, qui a 28 points. Donc le Stade Abidjan revient tout doucement. Et c'est sûr que la seconde partie des saisons sera très, très disputée. Et les stadistes n'ont pas encore certainement dit le dernier mot. Donc, pour leur résilience, leur capacité à se relever, donc, on va dire, de cette période difficile, pour avoir bien géré cette tempête, ce nuage, on va dire, d'incertitude qui a plané sur le club Yéyé, je leur adresse donc ce carton vert en guise d'encouragement. Voilà, pour aller jusqu'au bout de cette saison. Merci beaucoup, Gamblé Konaté. Coach Angenor, votre carton, s'il vous plaît. Oui, un carton vert adressé à la Fédération ivoirienne de football. Il faut dire que depuis le 29 novembre dernier, il y a eu une assemblée générale. À cette occasion, il s'agissait de nous dire un tout petit peu concernant le budget de 2026 qui s'est élevé à 21 milliards 700 millions de francs. Et je pense qu'à ce sujet, on a parlé du football féminin qui, normalement, devrait recevoir une quote-part dans cette somme, je dirais, assez stratosphérique. Oui. Alors, je suis très heureux pour l'intention, parce que le football féminin, vraiment, en a besoin. Nous sommes passés de 2 500 000 à 10 millions de francs pour les subventions qui sont adressées aux différentes équipes féminines en Côte d'Ivoire, mais en même temps aussi, il faut reconnaître que 10 millions de francs, ça ne peut que peut-être assurer le transport sur peut-être une histoire de 6 mois. Et après ça, il y a beaucoup de charges, beaucoup de charges. C'est un secteur où on souffre vraiment. Il faut vraiment être dans cet espace pour savoir ce qui se passe. Alors, j'encourage la fédération à vraiment réaliser cette intention de pouvoir, sinon, augmenter ce niveau de 10 millions qui est assez peu et permettre au football féminin de vraiment démarrer à l'image de la SEC et même à l'image de notre championnat qui, à mon avis, de plus en plus est en train de monter en qualité. Et donc, un carton vert à la Fédération ivoirienne de football juste pour l'intention de le faire. Jusqu'à ce qu'il le fasse, peut-être qu'on donnerait un carton qui est beaucoup plus intéressant que le vert. Non, dans ce cas, vous aurez pu donner un carton jaune ou même un carton rouge, parce que je ne vois pas un carton plus intéressant que le carton vert. J'ai eu du mal parce que le carton jaune, il vient un peu pour un avertissement, comme si quelqu'un avait fait quelque chose de mal, mais qui n'était pas pire.
Mais alors, je veux dire que le carton vert, c'est déjà bien, mais peut-être qu'on donnerait un double carton vert, quelque chose comme ça. Non, mais je veux simplement dire... Non, mais c'est une initiative. Non, il n'y a aucune on peut y réfléchir. D'ailleurs, moi, je réfléchis. Moi, je vous donne le carton jaune. Non, mais un carton vert à la Fédération ivoirienne de football. Merci. Et un carton jaune pour un jaune d'or. Voilà. Allez. Non, pas Saint-Séverin. Oui, Jean-Philippe, votre carton, s'il vous plaît. Ben, je vais adresser ce soir un carton rouge aux Aiglons. Pas ceux de la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Ngamble a failli sauter du joie. C'est un supporter de la SEC. Mais aujourd'hui, qui est au stade d'Abidjan. Je vais donner un carton rouge aux Aiglons. Mais ceux de la Côte d'Azur, ceux de l'OGC Nice, pour la maltraitance dont ils sont rendus coupables vis-à-vis de certains de leurs joueurs, dont notamment Mofi, le Nigérian, et notre compatriote Jérémy Boga. Jérémy Boga même qui a reçu le soutien de la Fédération ivoirienne de football qui lui a adressé un mot et dont, je dirais simplement, le monde du football en France est choqué par le comportement de ces ultras supporters de l'OGC Nice qui n'ont pas manqué de violenter leurs joueurs parce que mécontents des résultats sportifs de l'équipe, ils ont eu à s'infiltrer dans le quart des joueurs, à faire descendre certains joueurs et donc à porter des coups à l'international ivoirien et son collègue nigérian. Et encore pire dans cette situation, c'est que le communiqué du club n'a pas condamné sévèrement l'acte qui a été commis par ses supporters. On a eu l'impression de le communiquer qu'ils essayaient de trouver le juste milieu. Aujourd'hui, Jérémy Boga et Thérèse Mofi ont des documents médicaux de suspension d'arrêt de travail. Je pense que c'est allé trop loin. C'est vraiment allé trop loin. Il faut qu'aujourd'hui, les enquêtes qui sont en train d'être menées puissent aboutir pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Les supporters ont essayé de nier les faits. Voilà. Ils ont même décidé pour les prochaines journées de boycotter les rencontres de leur club. Je pense que ça aurait été plus sage de le faire au départ que de s'en prendre physiquement au joueur. S'en prendre physiquement. En tout cas, carton rouge. Il y a un carton rouge bien mérité. Voilà. Moi aussi, carton rouge. Oui, Saint-Séverin. Du rouge au vert, il n'y a qu'un seul pas. Carton vert après le rouge de Oria. Carton vert pour l'AGSCI, l'Association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire, qui vient d'achever son assemblée générale et qui a porté à sa tête notre confrère Ouattara Gaoussou dit OG qui officie au quotidien Le Patriote. Carton vert pour leur résilience surtout parce que le mandat de l'ancien président Camara Alphonse, notre confrère de l'Inter, s'est achevé depuis plusieurs mois. Il n'y a pas eu de bruit à l'AGSCI, ils ne se sont pas disputés. Tout doucement, ils ont pris les choses en main et ils sont allés aux élections. Les élections se sont bien passées. Et on a vu même Alphonse Camara et Ouattara Gaoussou main dans la main à Diaké où s'est tenue leur AG élective. Donc c'est un carton vert pour encourager ses confrères, nos amis, nos frères à continuer à demeurer dans la confraternité. Hier d'ailleurs, nous avons ensemble partagé un repas alors que je ne suis pas de l'association, je suis d'une autre. Mais c'est pour dire qu'ils ont la main tendue à tout le monde et tout le monde est la bienvenue là-bas. C'est l'autre association, en plus de l'UNEPSI, qui est dirigée par Cathy Touré, la directrice des sports de la RTI. Nous sommes une même famille, donc je les encourage et bon mandat à OG. Merci beaucoup, messieurs Pouveau au carton. Allez, la CAN 2025, la CAN Maroc 2025, c'est bientôt. Du coup, on passe à notre rubrique Échauffement Maroc 2025. C'est maintenant. Ce soir, on présente le groupe E. Championne d'Afrique en 2019, l'Algérie tente de se refaire une santé après une période difficile. Mais dans quelques jours au Maroc, la tâche ne s'annonce pas aisée dans le groupe E, comme nous l'explique ce sujet préparé par la rédaction. Et on regarde. La poule E, où est donc logée l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Voyons l'affiche de ces 4 équipes. Gamble Konaté.
Alors, l'Algérie, Fédération algérienne de football, c'est cette institution qui gère donc le football algérien, fondée en 1962, affiliée à la FIFA en 1963, affiliée à la CAF en 1964. Le président, c'est Walid Sadi. Au classement FIFA, ils sont 35e palmarès, vainqueurs de la CAN 1990 et 2019, on se souvient. Les Fenech, c'est bien leur surnom, et le sélectionneur, c'est Vladimir Pekovic, il est bosniaque. Et le Burkina Faso est géré donc par la Fédération burkinabé de football FBF, fondée en 1959, affiliée à la FIFA en 1964 et affiliée également à la CAF la même année, en 1964 bien sûr. Le président, c'est Oumarou Sawadogo. Ils sont 62e au classement FIFA. Palmarès néant, c'est vrai qu'ils ont disputé une finale en 2013. Les étalons, c'est leur surnom et le sélectionneur s'appelle Brahma Traoré. La Guinée équatoriale, waouh, ça c'est un pays qui nous a fatigués récemment. La fédération Équato-Guinée-Nana, bon, c'est quoi ça? Équato-Guinéana de football. De football. Ah, vous avez parlé espagnol. Espagnol, ok, très bien. La FEGIFOOT, donc c'est la fédération fondée en 1975, affiliée à la FIFA en 1986, affiliée à la CAF la même année en 1986. Le président c'est Venancio Ndong, 97e au classement FIFA. Palmarès néant bien sûr, surnom le Zalang national. Le sélectionneur c'est Guillermo Ganetz. Le Soudan est géré donc par la Fédération soudanaise de football, Sudan Football Association SFA, fondée en 1936, affiliée à la FIFA en 1948, affiliée à la Confédération africaine de football en 1967. Le président, c'est Moutassim Diafar, classement FIFA 118e, palmarès néant, surnom les Faucons de Djediane. Le sélectionneur, c'est James Kwesi Apia du Ghana. Voilà donc la fiche des 4 équipes logées dans le groupe E. Commençons avec l'Algérie. Déjà, après ses dernières participations cauchemardesques à la CAN, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est guérie, Jean-Philippe? On aura les prémices de leur guérison uniquement lors de leur participation à la prochaine compétition. Il faut dire que les 2 dernières sorties de l'Algérie depuis la victoire de 2019 ont été assez poussives. On se rappelle qu'avec Jamel Belmadi, ça n'avait pas été de la sinécure sur sa fin avec cette sélection algérienne. Aujourd'hui, ils sont managés par Petkovic. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien du côté de cette équipe? Oui, l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que, contrairement à l'édition précédente au Qatar, où après avoir remporté la Coupe du Monde arabe, elle n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar, sortie par le Cameroun. Les Algériens ont rectifié un peu la barre. Ils ont un entraîneur qui connaît très bien le pays. Ils vont évoluer du côté de l'Afrique du Nord. On sait qu'en 2019, ils ont remporté le sacre chez le voisin égyptien. Oui. Le Maroc, c'est la maison à côté, même si au niveau géopolitique, ce sont 2 nations qui ont quelques tensions, oui, au niveau je dirais, des dirigeants, mais pas au niveau des populations. Ils auront un fort soutien local, puisqu'ils auront sûrement des supporters sur place. L'atmosphère, tout, je pense que oui, ça peut être la Coupe d'Afrique pour l'Algérie, la Coupe d'Afrique où l'Algérie va relever la tête. On les annonce comme les favoris, bien évidemment, et on verra ce que cela va donner. Gamble Konaté, l'Algérie? Oui, l'Algérie qui est quand même, on va dire, une équipe sur laquelle il faudra compter dans cette poule-là. Ils sont en compagnie donc, du Soudan, de la Guinée équatoriale et bien sûr du Burkina Faso, qui pour moi est une équipe à prendre au sérieux. Les Algériens ont remporté cette compétition en 2019, on s'en souvient. Depuis là, ils n'ont plus connu le même succès, mais attention, c'est un grand d'Afrique qui est capable, pourquoi pas, d'honorer son rang en faisant un très beau parcours au Maroc. Vous savez, on va dire c'est un pays maghrébin et je pense que dans le Maghreb, ils seront certainement soutenus par les supporters. En tout cas, ils ne joueront pas orphelins dans cette poule-là. Donc il faudra compter sur eux. En tout cas, faire un beau parcours, pourquoi pas. Oui, coach Angenor, vos impressions sur l'équipe de l'Algérie pour cette CAN? On le sait tous, l'Algérie c'est une grande nation de football. Je ne sais pas si j'ai vraiment les vrais chiffres, mais je sais qu'ils sont 7e africain, 35e mondial. Et en ce moment, je pense que ça doit être une formation qui dira son mot lors de cette Coupe d'Afrique. Et je pense même qu'à mon avis, dans cette poule-là, c'est l'équipe à abattre. Je vais dire, naturellement, ça sera l'équipe qui sera la première de cette poule au vu des statistiques.
L'Algérie vient de participer à une Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'elle est sortie au premier tour, mais après, elle a quand même gardé certains de ses acquis. Il y a son entraîneur qui est toujours là, il y a certains joueurs clés qui sont toujours là. Donc je pense qu'autour de ce pot, on pourra former une équipe très forte, parce que c'est une nation de football, qui a une culture de football qui est très élevée. Donc, à mon avis, c'est une équipe avec laquelle il faut compter lors de cette Coupe d'Afrique. Très bien. Où est Séverin, l'Algérie? Grande nation de foot sur le continent, même si le palmarès ne reflète pas cette assertion. Mais il faut dire que l'Algérie, pour cette CAN-là, est quand même parmi les favoris. C'est une équipe, donc l'effectif a beaucoup changé, mais elle a gagné au change. Je vais le dire comme ça parce qu'il y a de très bons joueurs qui sont arrivés dans l'équipe. Il y a Oussem Aouar qui joue avec Benzema à Al Ittihad en Arabie Saoudite qui est dans l'équipe. Il y a d'autres anciens qui sont là comme Ben Sebaini, comme Oukidja, et donc Amine Gouiri. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Vous savez, elle fait partie des grandes nations du continent parce qu'elle a 20 participations à la CAN. Il y a quelques nations quand même, dont la Côte d'Ivoire et l'Égypte, qui sont devant. Donc 20 participations, ce n'est pas rien pour 2 victoires en 90. Et en 2019, c'était en Égypte, comme Oya l'a dit tout à l'heure. Ce que je retiens de l'Algérie ces dernières années, ce ne sont pas les 2 CAN ratés, c'est son invincibilité. Dans l'histoire du football africain, c'est l'équipe qui a la plus grande série d'invincibilité. L'Algérie a été invaincue sur 35 matchs. Oui. Durant 35 matchs. Et c'est durant la CAN en Côte d'Ivoire qu'elle a perdu cette invincibilité-là. Durant la CAN au Cameroun, pardon, en 2022, qu'elle a perdu cette invincibilité face à la Guinée équatoriale. Elle était d'ailleurs dans la même poule que la Côte d'Ivoire, mais nous les avons laminés et sortis d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est une nation à prendre au sérieux et se retrouver encore dans la même poule avec le Burkina, alors qu'ils se sont affrontés lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Je pense que ça va donner des étincelles et c'est tout ce qu'on demande pour la CAN. Transition bien faite donc, allons-y avec le Burkina Faso. Oui, Gamblé Konaté, le Burkina. Oui, le Burkina Faso, qui est une équipe qui est à prendre vraiment au sérieux. C'est vrai qu'ils n'ont jamais remporté cette compétition, mais souvenez-vous, à l'occasion des éliminatoires, c'est la toute première équipe qui s'est qualifiée pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux, avec des garçons comme Bertrand Traoré, vous avez Edmond Tapsoba, Lassina Traoré, Mohamed Konaté, et tout cela. En tout cas, c'est une équipe qui, pour moi, pourrait faire donc un très beau parcours. C'est vrai qu'ils ont connu beaucoup de difficultés liées donc souvent à l'inexpérience de l'effectif burkinabé, mais c'est une équipe joueuse. Et je pense que la dynamique victorieuse à l'occasion de la phase de qualification donc pour la Coupe d'Afrique des Nations pourrait être maintenue du côté donc, du Maroc. Et puis même pour la qualification de la Coupe du Monde, ils sont passés juste à côté. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Ça s'est joué donc à l'occasion de la dernière journée. Bref, c'est pour dire que c'est une équipe compétitive qui peut donc faire une très belle compétition du côté du Maroc. Oui, Jean-Philippe, le Burkina. Mais écoutez, le Burkina Faso, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Pour moi, ça fait partie des challengers naturels de cette compétition. Au palmarès, comme l'a si bien dit Gamblé la dernière fois, on les y attendait pas, mais ils ont joué la finale en 2013. Ils ont joué, je crois, la demi-finale au Cameroun, si ma mémoire est bonne, avec Bossa Aristide. Au Gabon, Bossa Aristide, tout feu, tout flamme. Donc, c'est dire que c'est une équipe qui, très souvent, dans cette compétition-là, parvient à réaliser de très belles choses. Et c'est vrai que naturellement, on serait amené à se dire que l'Algérie, du côté du Maghreb, dans cette poule, est le leader naturel de ce groupe-là. Mais il faut faire attention à l'équipe du Burkina Faso, qui également, tout comme certaines nations africaines, c'est assez renforcé ces derniers temps. C'est vrai que on a un problème de visibilité aujourd'hui dans la stratégie fédérale. Ils ont changé le sélectionneur, ils ont pris un entraîneur local, mais on sait que les Burkinabés constituent un peuple assez fier. Et dans cette compétition-là, face à un adversaire qu'ils connaissent parfaitement bien, ils vont vendre cher leur peau et puis essayer de voir la suite des événements. Moi, c'est une équipe qui me séduit dans son football et je pense qu'il va falloir tenir compte également des spécificités du football burkinabé dans ce groupe-là. On n'est pas à l'abri d'une belle surprise venant d'eux. Coach Angenor, oui.
Le Burkina Faso, j'aurais très peu de mots concernant ce pays, concernant cette formation, parce que c'est une équipe qui a été toujours placée, mais qui ne gagne jamais. C'est une équipe qui est vraiment difficile, parce que quand vous les regardez, on a toujours l'impression qu'ils vont faire quelque chose lors des CAN. Ils ont toujours eu de très bons joueurs, à l'image de la Côte d'Ivoire, mais ils n'arrivent jamais au bout. Ils n'arrivent jamais au bout. Maintenant, quand on parle de cette équipe, on parle aussi du Burkina Faso, on parle peut-être d'une nouvelle dynamique, je dirais, politique, et qui, généralement, a une certaine influence sur les activités, et donc particulièrement le football. Comment est-ce que cela sera pris? C'est un gros point d'interrogation, mais je pense que on devrait aider cette équipe nationale, enfin, à pouvoir gagner une coupe, ne serait-ce qu'une coupe d'Afrique, à mon avis. C'est dans cette dynamique-là que devraient réfléchir, que devraient penser les autorités, parce qu'elle est toujours placée, mais elle n'a jamais rien gagné. Très bien, et puis allons-y tout de suite vers la Guinée équatoriale. Sans Séverin, oui, vous ne parlerez pas du Burkina, parlez plutôt de la Guinée équatoriale. Oh, j'aurais bien aimé parler du Burkina et de ses 14 participations, mais bon, allons-y avec la Guinée. Vous l'avez déjà fait. Allons-y avec la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, vous savez, c'est un petit poussé du continent. 5 participations à la CAN, avec 2 faits majeurs. Premier fait, ils ont terminé 4e en 2015. Quand la Côte d'Ivoire gagnait sa 3e CAN. Non, deuxième, pardon, excusez-moi. Je suis tellement pressé d'arriver à la 4e. Quand la Côte d'Ivoire gagnait sa 2e CAN, c'était à Bata, en Guinée équatoriale, et le pays organisateur avait terminé 4e. Et puis l'autre exploit, c'est la raclée que nous ont fichu ici, qui a failli diviser tous les sportifs ivoiriens, qui a mis en rude épreuve la foi des Ivoiriens, avec un milieu souhait tout feu, tout flamme dans cette compétition-là. C'est vrai qu'ils ne l'ont pas gagné, mais ils ont marqué les esprits comme l'Arabie Saoudite l'avait fait en battant l'Argentine au mondial. Donc, oui, ce sont les 2 faits majeurs. Ce qui est bien, c'est qu'ils commencent à s'habituer à la compétition. Ils seront donc à leur 6e participation. C'est un pays avec lequel il faut compter. Ça pourrait être un sérieux outsider, qui sait, parce que l'effectif n'a pas beaucoup bougé et il garde quand même, je vais dire, une culture de jeu proche des équipes hispaniques. Donc oui, c'est une équipe avec laquelle il faut compter, surtout dans ce groupe. Je pense que derrière l'Algérie, entre eux et le Burkina Faso, il va falloir faire un choix. Dans le groupe E, et puis on a aussi le Soudan. Oui, Jean-Philippe, le Soudan. Le Soudan, c'est, on pourrait dire, l'un des tubes de l'été, hein, emmené par un entraîneur, Kwesi Appiah, qui a fait vivre des misères à son pays d'origine, le Ghana. Et donc, c'est un homme qui a été contesté chez lui et qui a retrouvé, je dirais, de l'allant avec cette équipe nationale. Le Soudan qui est délocalisé normalement du côté de la Tunisie. C'est un pays, on le sait, qui est déchiré par une terrible guerre. Et quand il y a ce genre d'événement dans un pays, on essaie d'unir la nation autour des symboles. Et généralement, les équipes nationales de football sur le continent africain font partie de ces symboles-là. Le Soudan va évoluer, bien évidemment, en zone maghrébine. C'est un pays qui je dirais, qui est sensiblement très proche de cette zone du continent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Soudan? De la méfiance de la part de ses adversaires. Ça, il faut le dire clairement. Parce que c'est un pays, sur ces dernières années, qui quand même a fait quelques progrès au niveau du football. C'est vrai que la Coupe d'Afrique se joue à l'expérience, mais ils ont un entraîneur expérimenté. Et puis, c'est une question aussi des dispositions mentales. Donc, il faut faire très attention à ces garçons-là. Ils peuvent être également une belle surprise dans ce groupe-là. Je pense que dans ce groupe, même si on regarde les faits historiques, et sur ces faits, on est aisément capable de se dire c'est l'Algérie, le Burkina, la Guinée équatoriale, le Soudan. Et il se pourrait qu'on ait quelques surprises dans ce groupe-là. Oui, ça c'est vrai. Le Soudan, oui. CAN 1970, ils l'ont gagné quand même. Donc dans le groupe, avec l'Algérie, ce sont les 2 pays qui ont déjà gagné la CAN. Et c'est une équipe avec une forte identité locale. La grande partie des joueurs, à 99%, viennent des 2 clubs phares, Al Hilal et El Merreikh. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent tant en équipe locale
A prime qu'en équipe locale A, donc il faut s'en méfier. D'accord. À vous entendre, donc le Soudan pourrait déjouer les pronostics. Oui. Dans ce groupe, le groupe E, donc où est logé le Soudan, l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. Et on regarde maintenant le programme de ce groupe E, le calendrier. Le calendrier donc, du groupe E qui démarre le mercredi 24 décembre 2025, comme la Côte d'Ivoire, bien sûr. Algérie, Soudan, Burkina Faso, Guinée équatoriale. Le dimanche 28 décembre 2025, on aura Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Et le mercredi 31 décembre 2025, on aura Guinée équatoriale, Algérie, Soudan, Burkina Faso. Mais on n'aura pas le temps de regarder ces matchs. Parce que la Côte d'Ivoire joue les mêmes jours, oui, mercredi 24, le 28 et le 31. Et le 31. C'est pas aux mêmes heures. On s'occupe de nos résultats et de nos zones mixtes. Non, c'est vrai, on voulait prendre un carton. Il a déjà pris un carton jaune? Pas encore? Non, pas encore. Non, pas ah, d'accord, ok. Bon. Le premier carton jaune de Saint-Séverin et le deuxième n'est pas loin. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes assis à côté de Jean-Philippe, il a pris un carton rouge hier. Oui, voilà. Je confirme. Allez, l'actu, c'est maintenant, on y va. Et voilà la question LGT. Les MIMO ont-ils pris une sérieuse option en Ligue 1? Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct sur la 3, donc vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Le choc au sommet de la 13e journée de la Ligue 1 opposant l'ASEC Mimosa au FC San Pedro s'est achevé il y a plus d'une heure, donc au stade Alassane Ouattara d'Emibé. Score final 4-2 pour l'ASEC. Ce sujet de la rédaction fait le point. On regarde. L'ASEC Mimosa a affirmé sa mainmise sur la Ligue 1 ivoirienne en venant à bout du FC San Pedro dans le choc au sommet de la 13e journée jouée ce soir au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Les Mimos, qui restent sur une impressionnante série de 4 victoires consécutives, ont creusé l'écart en tête du classement en prenant 6 points d'avance sur le second, à savoir le FC San Pedro. La période de flottement connue entre la 7e et la 9e journée n'est donc plus qu'un mauvais souvenir pour les jaunes et noirs. L'entraîneur Julien Chevalier a fait les réglages nécessaires pour permettre à son équipe de reprendre sa marche en avant. Avec cette importante victoire sur son dauphin, l'ASEC Mimosa se positionne idéalement pour terminer champion à mi-parcours. Cependant, cette avance pourrait-elle s'avérer décisive? Les Mimos ont-ils pris une sérieuse option sur le titre? Ligue 1, les Mimos ont-ils pris une sérieuse option pour mieux étayer nos échanges en voyant les résultats complets et le classement au terme de la 13e journée de la Ligue 1? Le tableau complet des résultats de la Ligue 1, l'ONACI, 13e journée bien sûr. Sol FC s'est incliné lourdement 3-0 face à Oza dans le derby d'Abobo. Soa s'est imposé 1-0 face à la FAD. Boaké FC a brillé devant l'UA-Tchologo 2-0. Le club Omnisport de Kourougou et le Racing Club d'Abidjan ont coupé la poire en 2-1. Le Stade d'Abidjan a étrié le Stade Club d'Adjamé 3-0. Zoma FC s'est incliné 1-0 face à Escal. L'US Aboville s'est incliné 3-2 face à Moné FC. Et puis la SEC Mimosa, on l'a dit il y a quelques instants, a brillé devant le FC San Pedro 4-2. Au classement, les Mimos Caracol sont en tête de la Ligue 1 avec 28 points plus 14. Le club Omnisport de Kourougou est deuxième avec 22 points plus 10. San Pedro, troisième, 22 points plus 5. Quatrième, le Stade d'Abidjan. Cinquième, Oza. Sixième, Mouna. Septième, la Soa. L'UA-Tchologo est huitième. Le Stella, neuvième, Boaké, dixième. Onzième, la FAD. 12e, Iska. 13e, Sol FC. Zoma est 14e. L'US Aboville, 15e. Et puis le Racing Club d'Abidjan ferme la marche avec 11 points moins 2. Voilà donc, et la question LGT est posée. Ligue 1, les Mimos ont-ils pris une sérieuse option? Messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui pour Coach Angenor, un non pour Gamblé Konaté, un non aussi pour Saint-Séverin et un oui pour Jean-Philippe. Nous avons donc 2 oui et 2 non. Très bien. Il fallait que j'équilibre. Jean-Philippe, votre carton n'est pas loin. Coach Angenor, vous avez donné un oui. On écoute vos arguments. Oui, un oui, parce que c'est une position qu'il ne faut pas accorder aux grandes équipes de football. Je vais dire en ce moment, la SEC est premier du championnat. Donc, Coach Angenor, une seconde, nous avons déjà un appelant. Je ne sais pas comment ce monsieur arrive à nous avoir aussi rapidement et à chaque fois. Franchement, c'est étonnant, il faut qu'il nous donne son secret. Monsieur Diomandé Mamadou de Sipilou, bonsoir. Marie?
Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Christine Degré, bonsoir ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue le plateau de la grande team. Bonsoir. Bon, mon secret, c'est quand tu vois très bien habillé, tu dis avec une belle couleur blanche, et puis une belle chevelure noire. Vraiment, ça me donne le courage de puis appeler. Ah, c'est ça le secret. D'accord. C'est ça mon secret. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. On vous écoute. Les Mimos ont-ils pris une sérieuse option, Ligue 1? Ouais, une très grande sérieuse option même. Parce que les Guépards, quand ils se réveillent, j'ai suivi le match. Oui. Franchement, ils m'ont donné vraiment l'envie de l'ancien temps, au temps de Sori Faustin. Et vraiment, au temps de Guy Crusois. Et au temps de vraiment des grands renommés qui nous ont fait vivre le football ivoirien. Surtout la joie, Mimo, Guépard. Franchement, j'ai dit bravo à Julien Chevalier qui revient encore sur ses pas, qui sait qu'en football, quand on fournit un beau football, le rectangle vert, ça fait plaisir, ça donne la joie et ça donne la vie d'aller au terrain. C'est ce que la SEC a produit en deuxième mi-temps. J'ai suivi le jeu sur une chaîne étrangère et j'ai vu vraiment que c'était un beau jeu. Et ça donne espoir pour que la SEC sera champion et va renouveler encore, vraiment debout. Aller le Guépard, toujours en avant, jamais reculer. Avec la 3, c'est la paix. Brigitte. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonne émission, doux rêve, bonne nuit. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Il nous appelait donc de Sipilou. Coach Agenor, je vous laisse poursuivre. Alors, je disais que la SEC est premier du championnat. C'est une position qui est très importante pour elle. Je pense que chaque année, il appartient à cette formation-là de se donner des objectifs, et dans lesquels objectifs sont le fait d'être champion. Et donc, à un certain moment, on a constaté que la SEC végétait à la 3e, à la 4e place. C'était un peu difficile pour elle. Et puis, du coup, elle récupère une position qu'elle a toujours voulu, qui est une position qui rime avec son objectif. Ça sera vraiment difficile de l'enlever à ce niveau, parce que politiquement, elle en a les moyens. Au niveau des qualités, elle a aussi les joueurs qu'il faut pour pouvoir rester à ce niveau. Et puis, je suis convaincu qu'encore pour l'année 2025-2026, il s'agira pour la SEC d'être champion. C'est une équipe qui a l'habitude des compétitions internationales. Elle est consciente de ce que c'est qu'être champion. Et donc, elle va batailler dur pour pouvoir rester à ce niveau. Il ne fallait pas lui permettre. À mon avis, la SEC avait déjà pris presque le large avant même de jouer le match contre le Stade. Parce que la SEC n'était pas en pole position en ce moment. Maintenant, après avoir battu le Stade, qu'elle se retrouve aujourd'hui à 28 points, ça sera vraiment difficile de l'enlever à ce niveau. Je reconnais que le championnat, il est très équilibré, il est très serré, parce que le dernier même a 11 points. Et le troisième a 22 points, donc le double du dernier. Certes, il y a 11 points entre eux, mais quand vous prenez du dernier jusqu'au l'avant-dernier, je vais dire tous ceux qui sont dans le milieu du classement, on a 2 points, on a 3 points de différence. Donc il s'agit d'un match ou de 2 matchs qu'il faut perdre ou il faut gagner pour pouvoir retourner la situation. Mais la SEC est en train de partir. C'est vrai que San Pedro n'est pas loin, et il y a certaines formations comme le COK aussi qui ne sont pas loin, mais généralement ce ne sont pas des équipes qui savent entretenir ce niveau du classement par rapport à la SEC, qui a l'objectif d'être champion et qui a toujours été champion ici en Côte d'Ivoire. Après, le débat il est ouvert, on verra ce que ça nous donnera d'ici peu. Très bien. Vous avez donné un oui à la question LGT de ce soir. Saint-Séverin a donné un non, et on l'écoute, oui. Oh, Marie-Christine, j'ai donné un non simplement parce que... Une seconde, Saint-Séverin. Nous avons un appelant. Oui, monsieur Nguessan-Serge, il nous appelle de Dabou. Oui, monsieur Nguessan-Serge, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Et on vous écoute, monsieur Nguessan-Serge, Ligue 1, les Mimos ont-ils pris une sérieuse option? On vous écoute. Oui, selon moi, les Mimos ont pris une sérieuse option.
Parce qu'au début du championnat, la SEC était, je crois, 5e ou 6e. Oui. Actuellement, ils sont premiers. Et puis, ce qui me fait dire qu'ils ont pris une leçon, ils ont battu les 3 adversaires qui peuvent les inquiéter pour être champions. C'est-à-dire le Stade d'Abidjan, ils ont battu le Stade d'Abidjan 2-0. Ils ont battu la FAD 1-0 et aujourd'hui, ils ont renversé les FC Sompéto 4-2. Donc, c'est le moment la SEC Mimosa a pris une très bonne leçon pour être champion de Côte d'Ivoire. Même si le Stade revient dans la course, mais la SEC est bien partie pour être champion. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame, et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci. Sans Séverin Alice. Oui, je disais que j'ai mis un nom simplement parce que nous sommes à mi-parcours du championnat. Ça veut dire qu'il reste encore 13 journées et il n'y a que, pour l'instant, 6 points d'écart entre la SEC premier et le FC San Pedro deuxième. La SEC a 6 points de plus. Donc ça veut dire 2 matchs de plus. Et le FC San Pedro a un match en moins. Donc ça veut dire que déjà, s'ils ont une victoire le 11 décembre, c'est là que va se jouer ce match-là, ça va les mettre à 3 points de la SEC Mimosa. Donc c'est pour dire que rien n'est joué encore dans ce championnat. Et mieux, la SEC a déjà perdu cette saison. La SEC compte 3 défaites en championnat. Donc contre la SOA, si je ne m'abuse, contre Seoko et contre Mouna. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui n'est pas imprégnable. Donc elle a déjà connu la défaite et donc elle peut toujours en subir aussi, tout comme elle peut gagner, mais je choisis le côté où elle peut perdre ses matchs à venir. Donc le FC San Pedro n'est pas très loin, le CO Korogo n'est pas loin aussi, le Stade d'Abidjan est revenu dans la course, rien n'est joué dans ce championnat-là, il faut se méfier jusqu'au bout et toutes les équipes en dehors du FC San Pedro vont arrêter de jouer pendant 2 mois et demi de maintenant jusqu'à la fin de la CAN. Et c'est le FC San Pedro qui joue une compétition africaine qui sera en course, qui sera donc en jambes. Donc pour moi, il faut plus se méfier du FC San Pedro que de la SEC qui va s'arrêter net, puisque le club ne dispute pas de compétition africaine, qui va s'arrêter pendant 2 mois et demi. Donc rien n'est joué dans ce championnat-là. La SEC caracole en tête avec véritablement un bon état d'esprit, mais il faut se méfier et toujours être réservé. Ligue 1, les Mimos ont-ils pris une sérieuse option après le oui de coach Angenor, le non de Saint-Séverin? On va écouter les arguments pour le oui de Jean-Philippe. Oui, Christine, ce qu'il faut savoir, je pense que c'est en quelques mots ce que coach Angenor a dit. J'ai répondu à oui parce que c'est quand même la SEC. La SEC, c'est le leader naturel du peloton, c'est le leader naturel de ce championnat. C'est vrai que ça fait 2 saisons qu'ils n'ont pas été champions du Côte d'Ivoire, mais je pense qu'ils ont un appétit qui est très aiguisé aujourd'hui. La SEC veut se permettre de retrouver sa place naturelle. Et donc, les jaunes et noirs vont essayer de capitaliser sur le très long terme ce qu'ils sont en train de réaliser. On a vu les séries de la SEC Mimosa. Hein. Ils ont commencé la saison avec 3 victoires. Ensuite, ils ont fait, je crois, 2 défaites. Par la suite, ils ont fait 2 victoires. Ils ont fait un match nul et une défaite. Et depuis lors, la SEC n'a plus perdu. On a l'impression que Julien Chevalier a enfin trouvé la bonne astuce pour faire jouer ses garçons. Lui dont on sait que chaque saison, il est obligé de rebâtir une nouvelle équipe à cause du flux de départ de ses anciens joueurs. Et là, pour avoir suivi cette rencontre, on a vu que l'équipe était dans de très bonnes dispositions. La SEC était menée à l'issue de la première mi-temps 2-1. En moins de 15 minutes, la SEC avait mis 3 buts à une équipe de San Pedro qui était quand même très séduisante sur ses dernières sorties, tant sur le plan local que sur la scène africaine. Donc, moi, je pense qu'avec les victoires face au cadre de ce championnat-là, quand on regarde les défaites de la SEC, c'est contre les équipes généralement du milieu du tableau. Les jaunes et noirs, sur la deuxième phase, vont revenir, c'est le sprint final, et vont tout faire pour pouvoir rester à cette première place-là. Même si derrière, c'est vrai que San Pedro n'est pas loin, le Stade d'Abidjan va forcément revenir. Je pense que le fait d'avoir pris cette option-là déjà et d'être dans cette bonne dynamique permettra à la SEC de travailler beaucoup plus sereinement que lorsque la SEC n'était pas à la tête et qu'elle devait poursuivre les autres formations. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Nous avons un appelant. Il s'agit de M. Ipou Jean-Baptiste. Il nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Ipou. Oui, bonsoir. Comment vous allez?
Je vais très bien, monsieur Hippo. D'accord, ok, je salue la team. Alors, je voudrais participer à l'émission et je voudrais dire qu'actuellement, où la SEC a pris le devant, il ne voit aucune équipe qui pourrait rattraper la SEC. Parce que l'équipe la plus coriace, c'est FC San Pedro, qui a été laminée ce soir. Et ça, c'est sûr que la SEC sera championne de Côte d'Ivoire cette année. Ah, ok. Voilà. Parce que la SEC, dans son ADN, c'est être champion de Côte d'Ivoire. L'année passée, ça n'a pas marché. Et cette année, Dieu merci, beaucoup de jeunes ne sont pas partis. On l'a perdu malheureusement. Bon, voilà, on a bien compris en tout cas le fond de votre pensée. Merci beaucoup, monsieur Hippo, qui nous appelait de Boaké. Gamblé Konaté, oui, vous partagez le nom, c'est ça, le nom de Saint-Séverin? Oui, absolument. Donc on écoute vos arguments. Alors j'estime qu'après 13 journées sur 30, la SEC a franchi un cap important, mais qui n'est pas encore décisif. La SEC est leader 7, mais ce n'est pas un leader qui est intouchable. Et Saint-Séverin l'a dit, il compte 6 points d'avance sur le FC San Pedro qui est deuxième au classement, le COK aussi. Mais San Pedro a un match en retard toujours. On peut estimer qu'aujourd'hui, la défaite de San Pedro peut se comprendre, et puisqu'ils sont également engagés en Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'ils avaient fait le plus difficile, maintenant 2-0, mais il fallait compter aussi sur les ressources de la SEC Moussa qui joue à fond ce championnat-là et qui veut renouer avec le titre de champion de Côte d'Ivoire après 2 ans de disette, entre guillemets. Alors, c'est vrai que la SEC affiche aujourd'hui un bilan quand même qui est encourageant, 28 points. Ils détiennent également la meilleure attaque avec 26 buts. Donc ils affichent clairement leur ambition d'être champion. Parce que très souvent l'équipe championne dispose de la meilleure attaque. Donc 26 buts quand même, c'est énorme. Alors après 10 journées, sinon à partir de la 10e journée, la SEC a quand même aligné 4 victoires d'affilée. Ça également c'est un bon indicateur. Donc on pourrait dire effectivement que la SEC tient, on va dire, ce rang-là et qu'ils sont vraiment décidé à être champion de Côte d'Ivoire. Mais attention, on va dire, ce sont des voyants, les voyants ne sont pas tous au vert, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même quelques éléments à relever. Vous savez, après 13 journées de championnat, la SEC a encaissé quand même 12 buts, c'est énorme, 12 buts encaissés en 13 journées. Alors, cela fait de la SEC la 6e pire défense de Ligue 1. Il faut s'en souvenir. Et sur la durée, une défense moyenne peut coûter également des points. Il suffit de perdre 2 ou 3 matchs et puis c'est fini. Voilà, la concurrence est très forte avec les équipes qui suivent juste derrière. Je peux dire FC San Pedro, et du Stade d'Abidjan. Du COK et puis le Stade d'Abidjan qui revient jouer dans la course quand même. Puisque le COK a 22 points, San Pedro 22 et puis le Stade d'Abidjan 20 points. Je vois le sourire, c'est tout le Stade d'Abidjan, qui est en forte progression bien sûr. Donc en conclusion, on va dire que la SEC nous a pris une option sérieuse. Parce que la SEC est leader, ils détiennent la meilleure attaque du championnat, ils connaissent une bonne dynamique. Mais attention, l'écart est trop faible pour moi. En tout cas, la défense aussi est trop perceptible pour dire que la SEC a pris aujourd'hui une avance sérieuse pour être champion de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, la SEC est favori avec le classement actuel. Mais attention, on a joué que 13 journées sur 30 au total. Attention donc au FC San Pedro, le club de Korogo, qui ont souvent joué également le premier rôle. Korogo, par exemple, était leader à un moment donné. On se souvient de Stade Club d'Adjamé. Pendant les 5 premières journées, était leader. Avec 15 points, la SEC était 4e. Donc, tout peut changer à tout moment. Donc, il faut faire attention. La SEC est leader, mais c'est un leader qui est fragile, selon moi. Ok, merci beaucoup, Gamblé Konaté. Nous avons un appelant, M. Zongaston, là oui, qui nous appelle de Marcory. Bonsoir, M. Zongaston. Bonsoir, Marie-Christine Bégué. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Zongaston. Et on vous écoute, Ligue 1, les Mimos ont-ils pris une sérieuse option? Ok, avant de répondre à cette question, je salue vraiment tous ceux qui sont sur cette plateforme, vraiment, avec des figures vraiment emblématiques. Et je les salue. Maintenant, toi, vraiment, Christine, je te donne carton vert pour les plus tu me donnes carton jaune. Voilà. D'accord, je prends mon carton vert. Merci beaucoup. Voilà. Allez. Okay. Moi, je suis de l'Africa Sport. Dans le système sportif, il n'y a pas fait de politique. Mais il faut que je sois franc. Je supporte toujours à ça parce que je vais toujours assister le match. Mais je dis, la question posée, elle est quand même normale. Mais si on me dit, est-ce que les Mimos ont une option pour être parmi les 4 premiers? Là, je pouvais dire à la guerre, oui. Mais pour dire qu'elle a pris une option sérieuse, vraiment, vous savez que le graphique, là, il y a des chiffres positifs et bien des chiffres négatifs. Quand tu perds, là, ce qui est sur la droite qui est là, la figure, ça peut descendre.
Et finalement, ça va aller dans le négatif. Bon, Monsieur Zongaston, répondez à la question. Les Mimos ont-ils pris une sérieuse option? Non. D'accord. Non et non. OK. Voilà. Il faut que je sois franc. Merci. Merci à vous. Pardon. Merci, Monsieur Zongaston. Allez, merci pour votre participation à l'émission. Et puis, le choc, justement, au sommet entre l'ASEC Mimosa et le FC San Pedro a-t-il donné une belle image de la Ligue 1 ivoirienne? Ça, c'est vrai. Oui, nous étions ici, mais pour ceux qui étaient à Ebimpe, ce soir, ils ont parlé des spectacles. Surtout que le FC San Pedro a mené 2-0. Et donc, avant que l'ASEC ne fasse une remontada pour terminer le match avec 4-2, l'ASEC savait l'enjeu de ce match. Si les jaunes noirs perdaient, le FC San Pedro se rapprochait à 3 points, avec en plus un match en moins à jouer contre FC Oza le 11 décembre. Et donc, il fallait absolument gagner pour garder une certaine distance avec le FC San Pedro. Donc oui, l'ASEC a su faire le dos rond avant de mener et de gagner finalement ce match. Il y avait du spectacle, c'était très bien, mais malheureusement, comme d'habitude, il n'y avait pas de public au stade et même qui, je le répète, est de 60 000 places. Pour un choc de Ligue 1, on aurait pas quand même voulu avoir au moins 10 000, 20 000 personnes, mais nous sommes loin de ces standards-là, dommage. Quand le spectacle est là, il faut aussi que le public soit là, parce que l'ASEC et le FC San Pedro sont quand même des équipes de tête de notre championnat. S'il n'y a personne pour les équipes de tête, comment faire pour les équipes du bas? Donc oui, il y avait du spectacle, mais je demande le public maintenant au terrain. Très bien. Et coach Agenor, quelles sont justement les forces et faiblesses de ces deux équipes? Bon, je pense que déjà dans les statistiques qui ont été données, l'ASEC encaisse beaucoup. Je pense que c'est pas du solide et ça peut aussi dénoter de ce que l'ASEC peut facilement se faire reprendre de sa première place. L'ASEC aussi n'a pas vraiment, à mon avis, les joueurs qu'il faut, je veux dire individuellement, comme on avait l'habitude de le voir, nous autres, dans les années 90, on avait pas mal de joueurs qu'on avait l'habitude de voir, des personnes comme Abdoulaye Traoré et tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'on en souffre un peu de trouver certaines qualités sur le terrain. Mais n'empêche, dans ce que nous avons, c'est les meilleurs et ce sont ceux-là que voilà, nous essayons de suivre tous les jours. L'une des qualités de l'ASEC, à mon avis, c'est sa qualité collective, avec ce qu'essaie de mettre en place l'entraîneur. Je pense qu'il y a une grosse qualité tactique, il y a une grosse qualité collective qui est mise en place et qui lui permet d'avoir des occasions de but et faire la différence. San Pedro aussi, avec son nouvel entraîneur, le français, comment est-ce qu'il s'appelle, j'oublie un peu son nom. Mais je pense que quand on regarde San Pedro jouer, il y a aussi une grosse qualité tactique, individuellement sur son côté droit. Il y a pas mal de velléité à ce niveau, il y a pas mal de centres, particulièrement sur le côté droit. Mais comme je le dis aujourd'hui, il est vraiment difficile de faire ressortir des points clairs concernant ces équipes, étant donné que au niveau de leurs différentes prestations, c'est souvent difficile. Et je pense que ça y va aussi dans la mauvaise qualité même du championnat. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, il nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la très talentueuse Marie-Christine Debré. Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, M. Kofi Mathieu. Oui, la question LGT, Ligue 1. Les Mimos ont-ils pris une sérieuse option? Non. OK, pourquoi? Ils ont pris une avance, mais pas une option sur le titre de champion de Côte d'Ivoire. Parce que si tu suis attentivement ce championnat-là, tu vois qu'il y a tellement d'incertitudes. C'était le COK. Après, même, il y a eu le Stella qui a été à la tête un peu. Aujourd'hui, c'est la SEC. Avant ça, il y a eu San Pedro. Et même le stade qui était dans le fond du classement. Aujourd'hui,
dans un mano à mano avec ceux qui sont à la tête. Donc, vraiment, tant que le championnat n'est pas fini, ça va continuer comme ça. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire avec exactitude que la SEC a pris une option sur le titre de champion du Côte d'Ivoire. D'accord. On va attendre quand on va être à 3 journées de la fin du championnat, on pourra avoir une idée un peu plus précise. D'accord, ok, Voilà. c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Cependant, Mathieu. Oui. Permets-moi de dire à Ngamble Konaté de ne pas s'ajouter sur la liste de ceux qui font pas là-bas avec moi là. Il n'a qu'à me laisser avec monsieur le coach Kwadjo Georges seulement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Merci bien à vous et puis bonne suite d'émission. Hein. Voilà. C'est bien fait pour Ngamble Konaté. Allez, donc on parlait des forces et faiblesses des deux équipes. Et puis justement, le CO Korogo, est-ce qu'il pourra maintenir sa cadence, sans Séverin? Le CO Korogo, je vais dire que c'est le tube de la saison parce qu'on ne voyait pas Korogo à ce niveau. Ngamble l'a dit tout à l'heure, l'équipe a été leader à un moment du championnat sur, je ne sais pas, 3 ou 4 journées. Depuis que Korogo joue sur ses bases à Korogo, je pense que ça a apporté un plus. Avec les moyens mis par le PCA, M. Malik Toué, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, ça donne encore du piment à la Ligue 1. Nous sommes en train de parler du FC San Pedro, mais il ne faut pas oublier que l'actuel deuxième dans ce classement provisoire-là, avant le match de San Pedro, c'est quand même le CO Korogo. Voilà, c'est une équipe qui joue bien. Elle a perdu son buteur, Bakary, qui est parti à la SEC et qui fait des merveilles. Mais avec des recrues comme Gonazo, Yatoma, ancien joueur de l'Africa Sport, c'est quand même une équipe qui monte à puissance. On ne l'attendait pas à ce niveau. Je suis sûr qu'elle veut aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous disons que ce championnat-là est indécis. Même si la SEC a une avance, ce n'est pas encore une option sur le titre. Et puis on constate la remontada du stade d'Abidjan, Jean-Philippe. Oui, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos. Ce sont des équipes qui vont compter énormément sur la suite de la compétition, notamment le stade d'Abidjan, qui, je dirais, commence à maîtriser les petits couloirs, les raccourcis de ces championnats-là, qui sait à quel moment il faut appuyer sur l'accélérateur, à quel moment on peut se permettre un peu de s'interroger sur le projet. Et puis à la fin, dans le sprint final, parvenir toujours à se qualifier en compétition continentale. C'est une grosse machine aujourd'hui. Donc je ne suis pas surpris de ce qui est en train de se passer avec le stade d'Abidjan. Cette capacité qu'ils ont eu à rapidement diagnostiquer et régler le problème. Donc attention à la SEC en regardant dans le rétroviseur parce que ça risque de revenir très vite sur les jaunes et noirs. Mais je mettais ma position en disant que la SEC était un animal blessé. Et cet animal blessé-là, on l'a laissé en vie. Aujourd'hui, pour pouvoir l'achever, ça va être très difficile. Très difficile. Ligue 1, les Mimos ont-ils pris une sérieuse option? C'était donc la question LGT de ce soir pour l'actu. Les news données en début d'émission dans LGT News, on vous les redonne et c'est maintenant. LGT News. Démarrons les news avec la lutte Beach Wrestling, 2 médailles d'or et 1 en argent pour les éléphants lutteurs. Le bilan est largement positif pour nos éléphants lutteurs qui se sont fait entendre en Beach Wrestling lors du tournoi régional Zone Afrique de l'Ouest disputé le week-end dernier à Ouida au Bénin. Céline Bakayoko avec une breloque en or au cou dans la catégorie senior dame des moins de 60 kg, Ami Yuan avec une médaille de la même couleur chez les seniors dames de plus de 70 kg et Ibrahim Dosso avec une médaille en argent chez les U17 ont permis au drapeau ivoirien de flotter dans le ciel béninois. Grâce à leur performance, la Côte d'Ivoire termine 2e au classement général chez les dames. En plus de cette belle performance, il faut ajouter le diplôme d'arbitre validé par Nguessan Enoku. Fort de tous ces exploits, les héros de Ouida, rentrés au Bercail mardi dernier, ont été accueillis dans la liesse par le président de la Fédération ivoirienne de lutte, Honoré Alou, au siège de la FIL à Marcory. Tournoi du MENA, trophée Marietou Koné, le show des athlètes. 3 disciplines sportives ont meublé la journée sportive du MENA d'Abidjan, dotée du trophée Marietou Koné. Il s'agit du handball, du basketball et du football.
Les athlètes issus des écoles primaires et secondaires de cette zone se sont donné rendez-vous au lycée classique de Cocody pour rivaliser d'ardeur. Les filles du collège Colombe de Koumassi ont eu raison de leurs homologues du collège moderne de Bingerville lors de la finale de handball. Au basketball dames, le lycée Mamie Fêté de Bingerville a disposé du collège Anador 8-7. Au football dames, Boisflé a battu Daloa au tir au but sur le score de 4-2 à l'issue d'un match âprement disputé. Il faut dire que les participants sont repartis de cette journée qui marque l'ouverture de la saison des activités du MENA avec les bras chargés de gadgets sportifs. Ce tournoi se déroule à quelques semaines de la reprise des compétitions de l'OASU. Ça permettra donc aux établissements qui y participent de s'aguerrir. Ça permettra aux enseignants d'identifier les meilleurs élèves, de les sélectionner afin de participer aux compétitions de l'OASU. La pratique du sport en milieu scolaire, vous savez très bien que fait partie de l'une des missions assignées au ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Et cette pratique donc, sportive est encouragée par Madame le ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation elle-même qui, dans la formation intégrale des enfants, a voulu donc qu'un point d'honneur soit mis sur cette pratique. Motocyclisme, circuit motocross du Tchologo. Ferkessédougou accueille les pilotes. La 3e édition du circuit motocross du Tchologo aura lieu du 19 au 21 décembre prochain. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le président du comité d'organisation, Hervé Koulibaly, le 2 décembre dernier à la salle de conférence de la piscine d'État de Trècheville. Face aux journalistes et en présence du président d'honneur, Jean Sanogo, le conférencier a dévoilé les grandes articulations de l'édition 2025. Oui, déjà, nous avons, au niveau du choix de la participation des dames, nous avons plusieurs équipes qui sont identifiées au nombre de 5 équipes au niveau des filles et que Ferké souhaiterait créer une autre équipe à côté de l'équipe présente. Donc, nous allons voir la participation des 6 équipes au niveau des filles et que nous vous proposons un spectacle vraiment alléchant. Cette année, la grosse cagnolle tourne autour de 2 500 000 qui sera divisée au niveau des différentes catégories. 110 pilotes issus de 10 clubs et d'une dizaine de villes prendront part à cette 3e édition du circuit motocross du Tchologo. Selon l'organisateur, plus de 20 000 personnes pourront suivre cette compétition. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Coach Angenor, merci. Merci. Gamblé Konaté, merci. Merci infiniment, Marie. Merci du fond du cœur. Merci. Jean-Philippe, merci. Saint-Séverin, merci. Merci Marie-Christine. Il ne peut pas s'arrêter un simple merci. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci amoureux du sport. On devrait donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.